Chapitre 1. Les fondements de la confiance. Fletcher Cummings se tenait à la fenêtre de son bureau, au 42e étage, regardant le paysage urbain de Seattle se brouiller sous la pluie du soir. À 52 ans, il imposait le respect dans chaque pièce où il entrait. Son cabinet de conseil en sécurité, titan stratégique, avait bâti sa réputation sur un principe simple, ne jamais faire entièrement confiance à personne. Tout vérifier. Une philosophie qui l'avait rendu extrêmement riche, mais qu'il avait bêtement abandonnée dans sa vie privée. 25 ans de mariage avec Phyllis lui avaient semblé être la preuve d'un amour sincère. Elle avait 38 ans lorsqu'ils se sont rencontrés lors d'un gala de charité. Une blonde éclatante aux yeux émeraudes qui prétendait travailler dans la conservation d'œuvres d'art. Fletcher avait été immédiatement captivé par sa sophistication et son apparente vulnérabilité. Une combinaison qui s'était avérée être sa plus grande faiblesse. Leur fille Lindsay, aujourd'hui âgée de 22 ans et fraîchement diplômée de Stanford en psychologie, était la fierté de Fletcher. Elle possédait son esprit analytique, mais avait hérité de ce qu'il croyait être le cœur compatissant de sa mère. Récemment, elle les aidait à préparer la vente de leur manoir de Bellevue, une tâche devenue nécessaire après que Phyllis eut exprimé son désir de déménager plus petit et de voyager. Le téléphone de Fletcher vibra, un SMS de Phyllis travaillant encore tard à la galerie. « Ne m'attends pas. Je t'aime. » Il fixa le message, la mâchoire serrée. La galerie qu'elle prétendait gérer n'avait aucune trace de son emploi. Un fait qu'il avait découvert 3 semaines auparavant lors d'une vérification de routine pour le renouvellement de leur assurance. Cette découverte avait déclenché une enquête plus approfondie, qui avait révélé des anomalies financières qu'il avait été trop confiant pour remarquer auparavant. Son détective privé, Malcolm Best, traquait Phyllis depuis 2 semaines. Les rapports préliminaires dressaient le portrait d'une femme à l'identité entièrement inventée, mais Fletcher voulait des preuves irréfutables avant de passer à l'action. Dans son monde, la préparation était primordiale, et la patience était une arme. L'ascenseur sonna, et Lindsay apparut dans l'embrasure de la porte de son bureau, les cheveux noirs humides de pluie. « Papa, j'ai fini de mettre le bureau de maman dans des cartons aujourd'hui. Certains de ces livres d'art sont incroyablement lourds. J'ai trouvé des choses intéressantes, cependant. » L'attention de Fletcher s'est aiguisée. Quel genre de choses? Juste de vieilles photos et des documents dans son bureau. Rien de grave, mais j'ai pensé que vous voudriez peut-être les consulter avant qu'on lui donne le bureau. Elle marqua une pause, scrutant son visage. Ça va? Tu as l'air différent ces derniers temps. Fletcher, avec un sourire forcé. Juste le stress du travail, mon chéri. Pourquoi ne rentrerais-tu pas te reposer un peu? Demain va être une longue journée. Après le départ de Lindsay, Fletcher a appelé Malcolm. J'ai besoin que tu accélères l'enquête. Quelque chose est sur le point de faire surface, et je veux être prêt à toute éventualité. J'y travaille déjà, patron. J'ai des développements intéressants concernant son ami Thomas Moran. Je devrais avoir un rapport complet demain matin. Fletcher a raccroché et a contemplé les lumières de la ville. 25 ans de sa vie donnée à une femme qui avait joué un tour de passe-passe. Mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle l'avait sous-estimé. Dans son travail, Fletcher avait appris que les défaites les plus cuisantes ne venaient pas de la force brute, mais de la patience, de la planification et d'un timing parfait. Demain, il commencerait le minutieux processus de démantèlement de tout ce que Phyllis pensait avoir construit. Chapitre 2. Sous la surface. Le lendemain matin, Fletcher arriva à sa maison de Bellevue et trouva Lindsay dans le bureau de Phyllis, emballant soigneusement des photos encadrées dans du papier journal. Cette pièce lui avait toujours été interdite. Le sanctuaire créatif de Phyllis, où elle prétendait écrire des critiques d'art et gérer ses relations avec les galeries. J'ai conservé tout le contenu du bureau pour que vous puissiez le consulter, dit Lindsay en désignant 3 cartons de banque. Certains éléments ressemblent à de la correspondance personnelle qui remonte à des années. Fletcher examina le bureau d'un œil neuf. Les livres d'art coûteux, les meubles anciens soigneusement rangés, le classeur verrouillé. Tout lui semblait soudain comme une mise en scène. Phyllis avait toujours insisté pour gérer ses affaires elle-même, prétendant être financièrement indépendante de l'argent familial. Il avait respecté cette indépendance, la considérant comme une force plutôt que comme une tromperie. Son téléphone sonna. La voix de Malcolm était tendue d'excitation. « Fletcher, il faut que tu entendes ça. Ta femme n'est pas celle qu'elle prétend être. Son vrai nom est Phyllis Hartwell, et elle a déjà été mariée 2 fois.
Ses 2 précédents maris sont morts dans des circonstances suspectes, mais rien n'a jamais été prouvé. Le premier serait une crise cardiaque à 45 ans. Le second un accident de voiture. Tous 2 lui ont laissé un héritage substantiel. Fletcher se glaça. Et Thomas Morand? C'est là que ça devient intéressant. Il n'est pas seulement elle. Son amant, c'est son demi-frère. Ils organisent ensemble des arnaques à long terme depuis plus de 15 ans. La galerie d'art, son expertise, même ses antécédents familiaux, tout cela est inventé. Ils ciblent des hommes riches et isolés et drainent lentement leurs biens, ou la voix de Malcolm s'est éteinte ou quoi. Ou alors ils organisent des accidents. Fletcher, je pense que tu dois envisager que tu pourrais être en danger physique. Il y a trop de coïncidences ici. Fletcher a assimilé cette information avec le calcul froid qui avait bâti son empire. Continue la surveillance, mais garde tes distances. Je veux être au courant de chacun de leurs faits et gestes, de chaque appel téléphonique, de chaque rencontre. Et Malcolm, commence à tout documenter. Quand j'agirai contre eux, je veux que ce soit dévastateur et définitif. Après avoir raccroché, Fletcher se retourna et trouva Lindsay qui l'observait avec inquiétude. « Papa, qui était-ce ? On dirait que tu as vu un fantôme. » Il se força à paraître calme. « Juste une situation de client. Rien à craindre. » Il jeta un coup d'œil au carton de documents. « Pourquoi ne pas faire une pause ? Je vais terminer. » En les parcourant. Lindsay hocha la tête, mais hésita à la porte. « Papa, puis-je te demander quelque chose ? Maman TTL semblait différente ces derniers temps. Plus distante. » La question flottait dans l'air comme une arme chargée. Fletcher réalisa que Lindsay avait peut-être remarqué des choses qu'il avait été trop aveuglé par la confiance pour voir. « Qu'est-ce qui te fait poser cette question ? » Je ne sais pas. Des détails. Elle ne semble jamais être là où elle prétend être. Et hier, alors que je déplaçais sa boîte à bijoux, j'ai trouvé les clés d'un coffre-fort que je n'avais jamais vu auparavant. Quand je lui ai posé la question, elle s'est mise sur la défensive et a dit que c'était juste pour les documents importants. L'esprit de Fletcher s'emballa. Un coffre-fort signifiait des biens cachés, des plans de secours, des issues de secours. Quelle banque ? First National Downtown. Boîte 247. Lindsay fronça les sourcils. N'aurais-je pas dû te le dire ? Tu as bien fait, ma chérie. Ta mère et moi, il faut qu'on parle de notre planification financière. Après le départ de Lindsay, Fletcher ouvrit le premier carton de documents. Ce qu'il trouva confirma ses pires soupçons et lui donna les arguments nécessaires. Des lettres d'amour de Thomas datant de 3 ans. Des relevés financiers détaillés de comptes dont Fletcher ignorait l'existence. Et surtout, une police d'assurance vie de 5 millions de dollars sur sa vie, une police qu'il n'avait jamais signée. Ses mains tremblaient légèrement en lisant la dernière lettre de Thomas. Le vieil homme commence à soupçonner. Il est peut-être temps de passer à la phase finale. Les conduites de frein sont faciles à sectionner, et avec ses habitudes de conduite, cela ressemblera à un accident. Fletcher déposa soigneusement la lettre. Il ne prévoyait pas seulement de le voler. Il prévoyait de le tuer. La femme qu'il aimait et en qui il avait confiance depuis 25 ans avait méthodiquement planifié son meurtre. Il sortit son téléphone et fit défiler les contacts jusqu'à Phyllis. Son doigt plana sur le bouton d'appel un long moment avant de poser le téléphone. Pas encore. Lorsqu'il riposterait, ce serait avec une précision chirurgicale, et il ne le verrait pas venir. Fletcher Cummings avait bâti sa fortune sur la compréhension d'une vérité fondamentale, dans toute guerre, celui qui contrôle l'information, contrôle le résultat. Phyllis et Thomas venaient de lui remettre tout ce dont il avait besoin pour les détruire complètement. La guerre était sur le point de commencer. Chapitre 3. La découverte. Fletcher passa la semaine suivante à mener sa propre surveillance tout en maintenant une apparence de normalité. Il documenta l'emploi du temps réel de Phyllis, qui ne ressemblait en rien à ce qu'elle lui avait dit. La galerie d'art qu'elle prétendait gérer n'existait pas. Elle passait ses journées chez Thomas Morand, à Queen, et n'en ressortait que pour des appels téléphoniques soigneusement orchestrés afin de maintenir sa supercherie. L'enquête approfondie de Malcolm révéla l'ampleur de leur opération. Thomas, sous le pseudonyme de Thomas Morrison, se faisait passer pour un marchand d'art et un conseiller en investissement. Ensemble, ils vidaient systématiquement les comptes secondaires de Fletcher.
l'argent qu'il supposait que Phyllis investissait dans ses galeries. En 3 ans, ils avaient volé près de 2 millions de dollars. Mais Fletcher était patient. Il voulait plus qu'une restitution financière. Il voulait l'anéantissement total. Le samedi matin, Fletcher et Lindsay retournèrent à la maison pour finir d'emballer le bureau de Phyllis. Phyllis avait judicieusement programmé une autre urgence à la galerie, leur laissant toute la journée pour travailler sans être dérangés. « Je n'arrive toujours pas à croire que maman accepte enfin de vendre cet appartement », dit Lindsay en portant un autre carton dans le couloir. Elle disait qu'elle ne quitterait jamais cette maison. Fletcher comprenait maintenant. Phyllis n'avait pas l'intention de déménager. Elle prévoyait de disparaître après cet accident opportun. La vente de la maison n'était qu'une étape supplémentaire dans la préparation de son évasion. Pendant qu'il travaillait, Fletcher remarqua que Lindsay devenait de plus en plus silencieuse. Finalement, elle cessa complètement de faire ses cartons et s'assit lourdement sur la chaise de bureau de Phyllis. « Papa, il faut que je te dise quelque chose, et je ne sais pas comment le dire. » Le pouls de Fletcher s'accéléra. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? » « Hier, alors que je prenais un café avec mon amie Cathy, j'ai vu maman. Elle était avec un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Ils étaient intimes, vraiment intimes. Et quand je me suis approché pour mieux voir, je l'ai entendu l'appeler Philly et dire quelque chose à propos de la fin de tout ça. » Fletcher sentit la rage froide et familière monter dans sa poitrine, mais il garda une voix posée. « Tu as reconnu cet homme ? » ?»« Non, mais il était plus âgé. Peut-être ton âge. Cheveux noirs, costume cher. Ils ont l'air de bien se connaître. » La voix de Lindsay se brisa légèrement. « Papa, je crois que maman te trompe. » Le moment était arrivé plus tôt que prévu, mais il était prêt. « Pourquoi ne pas en finir ici d'abord ? Ensuite, nous parlerons de ce que tu as vu. » Ils travaillèrent dans un silence pesant pendant 1 heure. Arrivé au bureau de Phyllis, Fletcher ouvrit complètement le tiroir du bas, soi-disant pour faciliter le nettoyage. Ce faisant, une enveloppe Kraft collée au fond du tiroir tomba par terre. Lindsay la ramassa. « Qu'est-ce que c'est ?» Fletcher examina l'enveloppe. Elle était épaisse, scellée et étiquetée de la main de Phyllis. « Protocole d'urgence, TM. »« Voyons ce que ta mère cache, » dit Fletcher d'un ton sombre. Lorsque Lindsay ouvrit l'enveloppe, plusieurs objets en sortirent. Un permis de conduire avec la photo de Phyllis, mais au nom de Patricia Hartwell, un passeport portant la même fausse identité et, plus choquant encore, des copies des certificats de décès de 2 hommes dont Fletcher n'avait jamais entendu parler, Charles Morrison et David Hartwell. Les mains de Lindsay se mirent à trembler en examinant les documents. « Papa, ce permis de conduire, c'est maman, mais le nom est erroné. Et ces certificats de décès. » Elle leva les yeux vers Fletcher avec une horreur grandissante. « Qui sont ces hommes ?» Fletcher le savait, mais il laissa Lindsay en analyser les implications. Il vit la compréhension se dessiner dans ses yeux. La même intelligence vive qu'il lui avait transmise, explorant les horribles possibilités. « Ces noms, murmura-t-elle. L'homme avec qui je l'ai vu hier. » Il se présenta au barista comme étant Tom Morrison. Fletcher hocha la tête d'un air sombre. « Lindsay, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Ta mère n'est pas celle que nous pensions, et je pense que nous pourrions être en danger. » Avant que Lindsay ne puisse répondre, ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir et la voix joyeuse de Phyllis s'écrier « Bonjour, je suis rentré tôt. » « Comment se passent les cartons ?» Fletcher rassembla rapidement les documents tandis que Lindsay restait figée sur sa chaise. « Suis-moi, » murmura-t-il avec urgence. « Et quoi qu'il arrive, comporte-toi. Normalement. » Des pas s'approchèrent du bureau. Fletcher se positionna de manière à voir la porte tout en cachant les preuves derrière son dos. Lorsque Phyllis apparut, son sourire semblait différent, prédateur plutôt que chaleureux. « Comment vont mes 2 personnes préférées ?» demanda-t-elle, mais ses yeux scrutaient la pièce, faisant l'inventaire de ce qu'elles avaient déballé. Fletcher, qui finissait de ranger le bureau, répondit d'un ton égal. Lindsay trouva des photos de famille intéressantes. Le regard de Phyllis s'aiguisa. « Oh, quelle photo !» Lindsay, retrouvant son calme avec une rapidité remarquable, brandit une photo de famille anodine. « Juste de vieilles photos de vacances. J'ai pensé que tu pourrais les garder. » « Bien sûr, ma chérie. » Cependant, Phyllis se rapprocha du bureau, le regard froid et calculateur.
J'espère que tu n'as pas fouillé mes papiers privés. Certaines choses sont censées rester privées. La menace dans sa voix était indéniable. Fletcher réalisa qu'il ne regardait plus sa femme et la mère de Lindsay. Ils avaient affaire à un prédateur découvert. Nous n'empiéterions jamais sur ta vie privée, dit prudemment Fletcher. Nous t'aidons juste à faire tes bagages, comme tu l'as demandé. Phyllis les observa longuement, puis sourit, mais sans jamais le voir. Bien. Bon, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Pourquoi ne pas aller dîner au restaurant? J'ai des nouvelles excitantes concernant nos projets. Fletcher savait que ses plans impliquaient sa mort, mais il acquiesça d'un signe de tête. Ça a l'air génial. Laissons-nous d'abord nettoyer. Dès que Phyllis quitta la pièce, Lindsay attrapa Fletcher par le bras. Papa, il faut appeler la police. Pas encore, chuchota Fletcher. Il faut être plus malin que ça. C'est plus grave qu'on ne le pense. Et si on agit trop vite, elle disparaîtra à jamais. Il sortit son téléphone et envoya un bref SMS à Malcolm. Urgence. Ils savent qu'on sait. Exécutez le plan d'urgence immédiatement. La donne avait changé. Phyllis et Thomas avaient passé des années à planifier la destruction de Fletcher, mais ils avaient commis une erreur fatale. Ils avaient sous-estimé l'intensité de sa rage et la précision de ses plans. Ce soir, Fletcher commencerait la destruction systématique de tout ce qu'ils avaient construit. Et contrairement à ses précédentes victimes, Fletcher Cummings était un homme qui n'oubliait jamais, ne pardonnait jamais et ne perdait jamais. Chapitre 4. La toile se défait. Ce soir-là, au dîner, Fletcher observa Phyllis jouer le rôle d'une épouse aimante avec une perfection d'entraînement. Elle parla avec animation de leur futur voyage et de leur déménagement vers une vie plus simple. Chaque mot était un poison enveloppé de miel, et Fletcher s'émerveillait de la façon dont il avait été trompé. Lindsay, et c'est tout à son honneur, égalait parfaitement la performance de Phyllis. Mais Fletcher pouvait lire la peur et le dégoût dans les yeux de sa fille lorsque Phyllis ne regardait pas, cette découverte avait bouleversé le monde de Lindsay autant que le sien. Je pensais qu'on pourrait envisager des appartements à Hawaï, dit Phyllis en tendant la main par-dessus la table pour serrer celle de Fletcher. Un endroit paisible où nous pourrions profiter de notre retraite. Fletcher sourit chaleureusement tout en calculant mentalement jusqu'où irait 2 millions de dollars dans un pays sans traité d'extradition. Ça me semble parfait, ma chérie, même si je devrais probablement attendre la fin de ce projet. Tu sais combien mes clients peuvent être exigeants. Bien sûr, Phyllis acquiesça, mais Fletcher perçut une lueur d'impatience dans son regard. Quel que soit le calendrier qu'elle et Thomas avaient établi, sa survie devenait clairement gênante. Après le dîner, Fletcher insista pour raccompagner Lindsay à sa voiture. Une fois hors de portée de Phyllis, il parla rapidement et doucement. « J'ai besoin que tu restes chez Cathy ce soir. Ne retourne pas à ton appartement. Ne suis pas ta routine habituelle. Peux-tu faire ça pour moi ?» Lindsay hocha la tête, le visage pâle et déterminé. « Papa, qu'est-ce qu'on va faire ? » « Je vais mettre fin à tout ça. » Fletcher dit simplement, « Mais j'ai d'abord besoin de m'assurer que tu vas bien. Demain matin, je veux que tu ailles à mon bureau et que tu demandes Malcolm Best. Dis-lui que je t'envoie et que tu restes avec lui jusqu'à ce que tu aies de mes nouvelles. Et toi ?» Le sourire de Fletcher était froid comme l'acier. « Je vais avoir une conversation avec ta mère, une conversation qui dure depuis 25 ans. » Cette nuit-là, Fletcher était allongé dans son lit à côté de Phyllis, écoutant sa respiration et se demandant combien de nuits elle avait passé à planifier sa mort à ses côtés. Vers 2 heures du matin, elle s'est glissée hors du lit, prétextant ne pas pouvoir dormir et aller lire dans son bureau. Fletcher a attendu 10 minutes, puis l'a suivie en silence. La porte du bureau était fermée, mais il entendait la voix de Phyllis à travers le bois fin. Elle était au téléphone, de plus en plus méfiante. La fille a trouvé quelque chose aujourd'hui. Je le voyais bien. Non, je m'en suis occupé, mais il faudra peut-être aller plus vite que prévu. Les freins seraient meilleurs, plus naturels. Demain soir, lorsqu'il se rendra à son rendez-vous client, Fletcher en avait assez. Il est retourné se coucher et est resté allongé à fixer le plafond jusqu'à l'aube, son esprit réfléchissant à chaque détail de ce qui allait suivre. Le lendemain matin, Phyllis était de nouveau de bonne humeur, préparant le petit déjeuner préféré de Fletcher et discutant de leurs projets pour la journée. Lorsqu'elle l'embrassa pour lui dire au revoir, Fletcher se demanda si elle imaginait déjà l'indemnisation de l'assurance. À son bureau,
Fletcher trouva Malcolm qui l'attendait avec Lindsay et un dossier complet décrivant l'étendue de l'opération de Phyllis et Thomas. C'est encore pire que prévu, rapporta Malcolm. Ils ont déjà fait ça 6 fois. Toujours des hommes riches et isolés. Toujours le même schéma. Une relation à long terme, un épuisement financier progressif, puis un accident. Ils en ont fait un article. Lindsay avait l'air malade. Ces certificats de décès qu'on a trouvés. 2 de leurs précédentes victimes. Malcolm a confirmé. Charles Morrison était promoteur immobilier à San Francisco. Crise cardiaque à 45 ans. Aucun antécédent cardiaque. David Hartwell était entrepreneur technologique à Portland. Un seul accident de voiture sur une route qu'il a emprunté des centaines de fois. Fletcher a étudié les photos de la scène de crime et les rapports de police. Pourquoi ne se sont-ils pas fait prendre? Ils sont intelligents. Ils sont patients. Et ils ne laissent jamais de détails. À chaque fois, ils changent complètement d'identité et déménagent dans une nouvelle ville. Ils auraient probablement disparu après votre accident et recommencé. Ailleurs. L'aurait fait, répéta Fletcher. Mais ils ont fait une erreur. Qu'est-ce que c'est? Le sourire de Fletcher était terrifiant par sa froideur. Ils m'ont choisi. Il se tourna vers Lindsay. J'ai besoin que tu restes ici avec Malcolm aujourd'hui. Ne laisse pas ça. Bâtiment. Ne réponds à aucun appel. Ne contacte personne. Peux-tu faire ça? Lindsay hocha la tête, même si ses mains tremblaient. Papa, fais attention s'ils sont aussi dangereux que le dit Malcolm. Ils le sont, approuva Fletcher. Mais ils n'ont jamais affronté quelqu'un qui sache exactement qui ils sont et de quoi ils sont capables. Cela égalise considérablement les chances. Fletcher passa la journée à se préparer minutieusement. Il contacta son avocat, son banquier et plusieurs autres professionnels dont les services seraient cruciaux dans les heures à venir. Puis il passa une série d'appels téléphoniques à des contacts, aux forces de l'ordre, à la sécurité privée et à d'autres secteurs où la discrétion absolue était primordiale. À 18 heures, tout était en place. Fletcher rentra chez lui, sachant que Phyllis et Thomas s'attendaient à ce qu'il meure cette nuit-là. Sa voiture avait bel et bien été trafiquée. L'équipe technique de Malcolm avait trouvé les conduites de frein sectionnées et les avait soigneusement réparées sans laisser de traces. Phyllis l'accueillit à la porte avec du champagne. J'ai pensé que nous devrions fêter notre décision. Réduire les effectifs. À de nouveaux commencements, Fletcher leva son verre, observant la femme qui avait planifié son assassinat. À des fins, corrigea-t-il doucement. Quoi? À de nouvelles fins? Clarifia Fletcher avec un sourire. Parfois, l'ancien doit disparaître complètement avant que le nouveau puisse commencer. Phyllis rit, manquant complètement la menace. Tu as toujours été philosophe. Après le dîner, Fletcher annonça qu'il devait rencontrer un client à l'autre bout de la ville. Phyllis s'inquiéta de le voir conduire de nuit, une performance si parfaitement orchestrée que Fletcher admira presque son talent. Je vais bien, lui assura-t-il. Les routes sont dégagées ce soir. Il l'embrassa au revoir, se demandant si elle n'était pas déjà en train de ressasser son deuil pour la police. Fletcher conduisit sa voiture réparée jusqu'à son bureau, puis changea de véhicule de la flotte de son entreprise. À 20 heures, il était garé en face de l'immeuble de Thomas Morant, attendant. Il n'eut pas à attendre longtemps. À 20h30, la voiture de Phyllis s'arrêta. Dans le parking. Elle venait fêter le meurtre de son mari avec son complice et demi-frère. Fletcher sourit dans l'obscurité. Le piège était tendu et la proie s'y engageait de son plein gré. Maintenant, le vrai jeu allait commencer. Chapitre 5. La tempête parfaite. Depuis son poste de surveillance, Fletcher observait Phyllis entrer dans l'immeuble de Thomas. Grâce à sa lunette puissante, il pouvait voir dans le salon. L'équipe de Malcolm avait installé des micros dans tout l'appartement pendant l'absence de Thomas la veille, de sorte que Fletcher pouvait entendre chaque mot de leur conversation grâce à son oreillette. Ça aurait dû arriver maintenant, disait Phyllis en arpentant nerveusement la pièce. Les freins étaient complètement sectionnés. Il n'aurait pas pu franchir la première côte. Thomas, un homme maigre aux cheveux grisonnants prématurément et au regard froid, se versa 2 verres de vin. Peut-être avait-il décidé de ne pas aller à la réunion. Ces choses-là demandent de la patience, Philly. On n'a jamais échoué. Mais s'il trouvait quelque chose? La fille se comportait bizarrement hier.
Et Fletcher? La situation était différente ces derniers temps. Plus vigilant, Fletcher ajusta sa position, observant l'homme qui avait planifié sa mort. Thomas Morant était exactement ce à quoi il s'attendait, un prédateur qui avait appris à se déguiser en civilisé. Mais Fletcher avait eu affaire à des monstres bien pires dans son domaine. « Tu es paranoïaque », dit Thomas d'un ton dédaigneux. « Le vieil homme te fait entièrement confiance. Il l'a depuis 25 ans. Une nuit de plus ne comptera pas, facile à dire, rétorqua Phyllis. Tu n'es pas obligé de dormir à côté de lui en sachant ce qui t'attend. Tu sais combien de fois j'ai rêvé de l'étouffer avec un oreiller. Fletcher serra les dents. Dans son oreillette, il entendit Thomas rire. C'est pour ça qu'on s'en tient au plan. Les accidents sont plus propres et mieux payés. 5 millions d'assurance vie, plus ce qu'on pourra liquider de ses comptes avant que la succession ne soit gelée. On sera paré pour la vie. Et la fille? Fletcher glaça son sang. Et elle? Demanda Thomas. Elle est trop intelligente et elle était là quand on a trouvé ses documents. Si elle commence à poser des questions, on la traite comme on a traité l'affaire de Portland, dit froidement Thomas. Une fille en deuil se suicide après avoir perdu son père. Tragique, mais crédible. Fletcher ferma les yeux, sentant la rage familière monter dangereusement. Il ne prévoyait pas seulement de le tuer. Il prévoyait aussi de tuer Lindsay. Je devrais. Retourne, dit Phyllis. S'il rentre et que je ne suis pas là, il ne rentrera pas, Philly. Fais-moi confiance. Fletcher les écoutait finaliser leur plan pour la suite de l'opération. Thomas signalerait l'accident en ami inquiet. Phyllis jouerait la veuve dévastée. Ils attendraient quelques semaines, puis liquideraient tout discrètement et disparaîtraient. Après le départ de Phyllis, Fletcher passa à l'action. Il avait étudié le système de sécurité de l'immeuble et savait exactement comment désactiver les caméras sans déclencher d'alerte. La serrure de l'appartement de Thomas était chère, mais pas inviolable. Fletcher l'ouvrit en moins de 30 secondes. Thomas lavait des verres à vin dans la cuisine quand Fletcher apparut derrière lui comme un fantôme. « Bonjour, Thomas. »« Où préfères-tu Thomas ?» Thomas se retourna, laissant tomber un verre qui se brisa au sol. Son visage devint blanc en reconnaissant Fletcher. « Surpris de me voir ?» demanda Fletcher sur le ton de la conversation. « Je serais venu plus tôt, mais il fallait que j'arrive. Mes freins réparés. » Le plus drôle avec les conduites de frein, c'est qu'elles ne se coupent généralement pas. Thomas se précipita vers un bloc à couteau, mais Fletcher fut plus rapide. Des années d'entraînement militaire et d'expérience au combat eurent raison du désespoir de Thomas. En quelques secondes, Thomas était au sol, le genou de Fletcher pressé contre sa gorge. « Laissez-moi vous expliquer comment ça va se passer, » dit doucement Fletcher. « Je sais tout. Vos vrais noms, vos précédentes victimes, vos comptes offshore, vos plans d'évasion. Je suis au courant pour la police d'assurance que vous avez falsifié et pour le coffre-fort de la First National. Je sais que tu as tué au moins 6 hommes et que tu prévoyais de tuer ma fille après m'avoir assassiné. » Thomas se débattait chaque semaine. « Tu ne peux rien prouver. » Fletcher sourit. « Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Je ne suis pas flic. » Il appliqua une pression jusqu'à ce que les yeux de Thomas se révulsent, puis relâcha légèrement. « Voilà ce qui va se passer. Tu vas appeler Phyllis et lui dire qu'il y a eu une complication. Dis-lui de revenir immédiatement. Ensuite, tu vas rester assis tranquillement pendant que je t'explique les nouvelles règles d'engagement. Et si je refuse, le sourire de Fletcher disparaîtra complètement. Ensuite, je te démontrerai exactement pourquoi les contrats militaires de mon entreprise sont si lucratifs. Et crois-moi, Thomas, tu ne veux pas de cette démonstration. » 30 minutes plus tard, Phyllis revint et trouva Fletcher assis calmement dans le salon de Thomas, tandis que Thomas lui-même était attaché à une chaise avec des attaches de qualité militaire. Fletcher, halta-t-elle, son masque tombant enfin complètement. « Que fais-tu ? On est ici ? » « On a une réunion de famille, » répondit Fletcher. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. On a beaucoup de choses à se dire. » Phyllis reste debout, le regard errant entre Fletcher et les sorties de l'appartement. « Je ne comprends pas ce qui se passe. » « Bien sûr que si. Vous êtes Phyllis Hartwell. Thomas, ici présent, est votre demi-frère, Thomas Morant, et ensemble, vous avez assassiné au moins 6 hommes pour leur argent. Ce soir, vous comptez nous ajouter, ma fille et moi, à cette liste. » La dernière trace de la tromperie de Phyllis s'évapora.
Son visage se durcit, une expression froide et calculatrice. Prouvez-le. Fletcher sortit son téléphone et passa un enregistrement de leur conversation précédente. Tandis que Phyllis écoutait sa propre voix parler de son meurtre et du suicide planifié de Lindsay, toute couleur disparut de son visage. 25 ans, dit doucement Fletcher. 25 ans de ma vie que vous m'avez volé avec vos mensonges. Vous avez mangé à ma table, dormi dans mon lit, m'avez regardé élever une fille que je croyais être la nôtre. Ensemble, tout en prévoyant de nous tuer tous les deux. Fletcher, s'il vous plaît. Non. La voix de Fletcher transperça sa supplication comme une lame. Le temps des explications est révolu. Nous discutions maintenant des conséquences. Il se leva, et Phyllis et Thomas semblèrent reculer devant la fureur glaciale qui émanait de lui. Vous avez commis 2 erreurs cruciales, continua Fletcher. Premièrement, vous avez sous-estimé ma patience. Deuxièmement, vous avez menacé ma fille. Fletcher sortit une tablette et leur montra à tous deux une série de photos et de documents. Ce sont des copies de tout. Vos véritables identités, les preuves de vos meurtres précédents, les relevés financiers de vos vols, les enregistrements de vos conversations. Un jeu a été remis au FBI. Un autre jeu est destiné à Interpol. Un troisième jeu est destiné à un journaliste très entreprenant, spécialisé dans les affaires non résolues. Phyllis et Thomas contemplèrent les preuves de leur chute. Mais ce n'est que la dimension juridique. Fletcher continua. J'ai aussi contacté un vieil ami de l'armée. Des gens spécialisés dans la recherche d'individus qui ne veulent pas. On les trouvera. Des gens qui comprennent que certaines dettes ne peuvent être payées que par le sang. Que veux-tu ? Murmura Thomas. Le sourire de Fletcher était terrifiant. Je veux que tu comprennes que tes vies telles que tu les connaissais sont terminées. Complètement, définitivement, irréversiblement terminées. Tout ce que tu as construit, tous ceux en qui tu pensais pouvoir avoir confiance, tous les refuges que tu croyais avoir perdus. Il se pencha vers Phyllis. Mais avant de parler de ton avenir, je veux que tu saches exactement à quel point tu as perdu. Fletcher sortit un autre téléphone et composa le numéro. Malcolm, fais-le entrer. Quelques minutes plus tard, la porte du bureau de Fletcher s'ouvrit et Lindsay entra, entouré d'agents du FBI et de plusieurs membres de son équipe de sécurité. Bonjour, maman, dit Lindsay froidement. Où devrais-je t'appeler Phyllis Hartwell ? Phyllis fixa sa fille, stupéfaite. Lindsay, ma chérie, tout cela n'est qu'un malentendu. Fini les mensonges, l'interrompit Lindsay. J'ai entendu les enregistrements. Je sais que tu prévois de me tuer aussi. La dévastation dans les yeux de Phyllis était totale. Elle avait tout perdu, sa couverture, ses cibles, sa liberté et, surtout, sa fille dont elle n'aurait jamais pensé se soucier. Fletcher observa avec une satisfaction froide les agents du FBI leur lire leurs droits. Mais ce n'était que le début. La justice était trop claire, trop clémente pour ce qu'ils avaient fait. Fletcher Cummings ne faisait que commencer. Chapitre 6, le jugement dernier. Le FBI arrêta Phyllis et Thomas cette nuit-là, mais Fletcher savait que la justice ne serait que la première étape de leur châtiment. Alors qu'ils étaient en détention fédérale, il mit en œuvre la deuxième phase de son plan. La semaine suivante, Fletcher démantela méthodiquement chaque aspect de leur réseau criminel. Grâce à ses relations dans la sécurité privée, la Banque internationale et les forces de l'ordre, il traqua leurs comptes offshore, leurs actifs cachés et leurs voies de fuite. Mais surtout, il identifia leurs autres victimes. Il y avait 12 hommes sur 15 ans. Malcolm fit son rapport lors d'une réunion. Dans le bureau de Fletcher. 6 morts confirmés, 6 autres survivants mais ayant tout perdu. Les survivants sont dispersés à travers le pays. La plupart d'entre eux ruinés financièrement et psychologiquement détruits. Fletcher a étudié les dossiers. Chaque victime avait suivi le même schéma, des hommes prospères et isolés, systématiquement vidés de leur fortune et, dans bien des cas, de leur vie. Contactez-les tous. Dites-leur que nous organisons quelque chose d'exceptionnel. Quel genre d'événement ? Le sourire de Fletcher était froid. Un groupe de soutien. Pendant que le FBI montait son dossier, Fletcher a traversé le pays pour rencontrer des survivants de Phyllis et Thomasa. Il a découvert un groupe d'hommes brisés dont les vies avaient été brisées par les mêmes prédateurs qu'il avait pris pour cible. Le docteur Peter Richmond, chirurgien à Denver, avait perdu son cabinet médical et sa réputation lorsque les fausses accusations d'abus de Phyllis avaient fait surface pendant leur procédure de divorce.
Wallace Neal, entrepreneur technologique à Austin, avait fait une dépression nerveuse lorsque sa version de Phyllis avait disparu avec les fonds de développement de son entreprise. Chaque homme avait une histoire similaire de confiance trahie et de vie détruite. Ils vont en prison, a déclaré Fletcher au groupe réuni dans sa salle de conférence de Seattle. Mais ce n'est pas suffisant. La prison est trop confortable pour ce qu'ils nous ont fait. Que suggérez-vous, a demandé Chuck Rhee, un ancien banquier d'affaires dont le suicide de sa femme était en réalité un meurtre. Fletcher a souri. Je propose que nous leur rendions la monnaie de leurs pièces. Ils ont passé 15 ans à nous faire souffrir. Je pense qu'il est temps qu'ils comprennent ce que cela signifie. Le mois suivant, Fletcher a orchestré une campagne de guerre psychologique qui aurait impressionné les stratèges militaires. Grâce à son réseau de contacts, il a fait en sorte que chaque instant de Phyllis et Thomas en prison soit un calvaire calculé. Leurs affectations cellulaires ont été organisées de manière à les mettre en contact avec des détenus ayant perdu des proches à cause de violences conjugales. Des détenus qui n'appréciaient pas les escrocs qui ciblaient des maris aimants. Leur compte à l'Economa était mystérieusement gelé et dégelé à intervalles aléatoires. Leur courrier légal était retardé. Leurs privilèges téléphoniques révoqués pour des infractions mineures et leurs demandes de visite refusées. Des détails techniques. Mais le coup de maître de Fletcher était plus subtil. Il a engagé une équipe de psychologues et d'ingénieurs sociaux pour mener une étude à long terme sur la réhabilitation des criminels. Phyllis et Thomas ont été sélectionnés comme sujets, ce qui signifie qu'ils ont été soumis à des entretiens quotidiens, des évaluations et des expériences visant à briser leur défense psychologique. Comment se sent-on ? A demandé le docteur Alison McCormack à Phyllis lors d'une séance. Savoir que votre fille vous a publiquement renié et a changé de nom. Phyllis avait en effet perdu Lindsay à jamais après avoir appris la vérité sur l'identité criminelle de sa mère. Lindsay avait légalement changé son nom de famille pour son deuxième prénom, Warren, et avait coupé tout contact. La perte de sa fille a été dévastatrice pour Phyllis d'une manière que la prison n'aurait jamais pu avoir. Pendant ce temps, Fletcher a veillé à ce que leurs crimes reçoivent une publicité maximale. Il a engagé un documentariste pour créer un documentaire diffusé sur les principales chaînes. Il a financé un podcast sur des faits divers détaillant leurs méthodes et leurs victimes. Il a veillé à ce que leur nom devienne synonyme de trahison et de meurtre. L'objectif, a expliqué Fletcher à ses compagnons survivants, est le suivant, pour s'assurer qu'ils n'aient jamais un instant de répit, qu'ils ne se sentent jamais en sécurité, qu'ils ne cessent jamais de regarder par-dessus leur épaule. Même s'ils finissent par être libérés, leur vie sera un rappel constant de ce qu'ils ont fait. Thomas a craqué le premier. Après 6 mois de campagne psychologique de Fletcher, il a tenté de se suicider dans sa cellule. Il a survécu, mais cette tentative lui a valu un transfert dans un établissement psychiatrique où les conditions étaient encore pires qu'en prison. Phyllis a résisté plus longtemps, mais Fletcher était patient. Il avait appris la patience de sa trahison, et maintenant il la maniait comme une arme. Chaque jour apportait une nouvelle pression psychologique, de nouveaux rappels de ce qu'elle avait perdu, de nouvelles preuves que son ancienne vie était définitivement terminée. La procédure judiciaire a traîné pendant 18 mois, pendant lesquels la campagne de Fletcher n'a jamais faibli, jusqu'à ce que Phyllis et Thomas soient finalement condamnés. Prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour de multiples chefs d'accusation de meurtre. Ils n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Mais Fletcher n'en avait pas fini. La prison n'est qu'un début, a-t-il dit à Malcolm alors qu'il regardait la condamnation à la télévision. Ils m'ont pris 25 ans de ma vie. Je vais m'assurer que les années qui leur restent à vivre soient un rappel constant de cette dette. Le dernier geste de Fletcher fut peut-être le plus impitoyable. Utilisant ses relations dans le système pénitentiaire, il fit en sorte que Phyllis et Thomas soient hébergés dans des établissements différents, à l'autre bout du pays. Mais il s'assura qu'ils puissent communiquer. Juste assez pour entretenir l'espoir de retrouvailles, mais jamais assez pour planifier ou trouver du réconfort. Puis il commença à leur envoyer des nouvelles de la vie de Lindsay. Chaque mois, Phyllis recevait un colis de photos et de coupures de presse témoignant de la réussite et du bonheur de Lindsay. Lindsay avait repris ses études pour son doctorat, s'était fiancée à un homme merveilleux et construisait une vie qui excluait explicitement tout souvenir de la femme qui prétendait être sa mère. La photo montrait Lindsay à sa fête de fiançailles, à sa remise de diplôme, à son mariage, autant d'événements auxquels Phyllis ne participerait jamais. Chaque colis contenait un mot, « Votre fille est heureuse. Elle n'a pas besoin de vous. Elle ne pense jamais à vous. » Thomas recevait des colis similaires, mais se concentrait sur les autres victimes en pleine reconstruction. Leur vie.
Peter Richmond avait rouvert son cabinet médical. Wallace Neal avait créé une nouvelle entreprise. Chuck Reese s'était remarié et avait trouvé la paix. Chaque succès rappelait que leurs victimes avaient survécu tandis que leurs prédateurs pourrissaient en cage. « N'est-ce pas suffisant ?» demanda Malcolm après la 3e année de campagne de Fletcher. « Ils sont déjà détruits. » Fletcher examina sérieusement les questions. « Ils m'ont tout pris. Ma confiance, mon amour, mon sentiment de sécurité, 25 ans de ma vie. Ils projetaient aussi d'ôter la vie à ma fille. Ils ont tué au moins 12 autres hommes, tué 6 personnes, et n'éprouvé aucun remords. » Il marqua une pause, regardant par la fenêtre de son bureau le panorama de Seattle. « Non, dit-il finalement. Ce n'est pas suffisant. Ce ne sera jamais suffisant. Ils ont choisi d'être des monstres, et les monstres ne méritent aucune pitié. » Fletcher Cummings avait appris à ses dépens que certaines trahisons sont si profondes qu'elles altèrent la nature profonde d'une personne. Phyllis et Thomas l'avaient transformé en quelqu'un de plus froid, de plus calculateur et d'infiniment plus dangereux que l'homme confiant qu'il avait été. Ils passeraient le reste de leur vie à payer pour cette transformation. Chapitre 7, la révélation finale. 3 ans après la condamnation, Fletcher reçut une visite inattendue. Shawn Gross, procureur fédéral chargé de l'affaire, demanda un entretien privé qui ne pouvait avoir lieu ni au bureau ni au domicile de Fletcher. Ils se sont rencontrés dans un restaurant isolé près de Seattle, où Gross a annoncé une nouvelle qui a bouleversé tout ce que Fletcher pensait savoir sur son histoire. « Il y a quelque chose que vous devez savoir sur Phyllis, » dit Gross doucement. « Quelque chose qui a été révélé lors d'une autre enquête. » Fletcher se pencha en avant. « Quel genre de chose ? Lindsay n'est pas sa fille biologique. » Ces mots frappèrent Fletcher comme un coup dur. « Quoi ? Nous avons effectué des tests ADN dans le cadre d'une autre affaire. Phyllis avait kidnappé Lindsay alors qu'elle avait 3 ans, dans une famille en Californie. Les Warren, ses vrais parents, la recherchent depuis près de 20 ans. » Fletcher sentit le monde s'écrouler sous ses pieds. « C'est impossible. J'étais là quand Lindsay est née. J'ai des photos, des dossiers médicaux, tous fabriqués, des montages très sophistiqués, mais faux quand même. Les dossiers médicaux indiquent qu'une petite fille est née ce jour-là, mais qu'elle est décédée quelques heures après. Phyllis, d'une manière ou d'une autre, a obtenu l'identité et a remplacé Lindsay. » Fletcher réfléchissait à toutes les implications. « Pourquoi me dites-vous cela ? » ?»« Parce que la famille Warren veut la rencontrer et parce qu'il y a plus. » Gross sortit un épais dossier. « La vraie fille de Phyllis, son enfant biologique avec son premier mari, est toujours en vie. Elle s'appelle Carmen Warren, et elle recherche sa mère depuis 15 ans. » Fletcher fixait les photos d'une jeune femme qui ressemblait étrangement à Phyllis. « Où est-elle ? » ?»« À Portland. C'est une assistante sociale spécialisée dans les cas de disparition d'enfants. Elle était obsédée par la recherche de sa mère après la disparition de Phyllis, alors qu'elle avait 7 ans. » Cette révélation remettait en contexte tout ce que Fletcher pensait comprendre de sa situation. Phyllis n'était pas seulement une escroc. C'était une ravisseuse d'enfants qui avait bâti sa vie sur le vol des enfants des autres. « Il y a encore une chose, » poursuivit Gross. « Carmen Warren travaille avec nous pour monter de nouveaux dossiers contre sa mère. Elle veut témoigner sur la véritable personnalité de Phyllis. » Fletcher assimila cette information avec une fureur croissante. Non seulement Phyllis lui avait volé 25 ans de sa vie et planifié son meurtre, mais elle avait bâti toute leur relation sur le principe de l'enlèvement d'un enfant. « J'ai besoin de voir Lindsay, » dit Fletcher. « En fait, elle est déjà informée. Elle attend dehors. » Lindsay entra dans le restaurant, l'air secoué mais déterminé. Fletcher scruta son visage, cherchant des traces de la perte traumatisante qu'elle avait subie, mais dont elle ne se souvenait pas. « Je sais, » dit-elle simplement. « Je suis en colère, je... » « Que veux-tu faire ?» L'expression de Lindsay se durcit d'une manière qui rappela à Fletcher qui il était. « Je veux être sûr qu'elle le sache. Je veux qu'elle comprenne que tout ce qu'elle a construit était un mensonge et que sa vraie fille la déteste pour ce qu'elle a fait. » Fletcher eut un sourire sombre. Sa fille, quelle que soit sa biologie, était bien son enfant dans les domaines qui comptaient. « Je crois que Fletcher dit lentement, il est temps de se réunir en famille. » 2 semaines plus tard, Fletcher organisa une visite spéciale à la prison de Phyllis. Grâce à ses relations et à un prétexte juridique soigneusement élaboré, il obtint l'autorisation d'une séance de déclaration d'impact qui permettrait à plusieurs victimes de confronter Phyllis simultanément.
Phyllis fut amenée au parloir, s'attendant à voir son avocat. Au lieu de cela, elle trouva Fletcher, Lindsay, Carmen Warren et 2 représentants de la famille Warren, les parents biologiques de Lindsay. Le choc sur le visage de Phyllis était total. Pour la première fois en 3 ans de guerre psychologique, Fletcher lut une véritable surprise dans ses yeux. « Bonjour, Phyllis, dit calmement Fletcher. J'ai amené des gens que tu devrais rencontrer. » Phyllis fixa Carmen avec une horreur non dissimulée. « Carmen, comment as-tu fait ?»« Je cherche ma mère, » répondit froidement Carmen. « La même mère qui m'a abandonné à 7 ans pour aller jouer avec des enfants volés et assassiner des innocents. » Le regard de Phyllis se porta sur Warren et elle comprit. « Non, non, ce n'est pas possible. »« Bonjour, Sarah, » dit June Warren, la mère biologique de Lindsay. « C'est son vrai nom, » expliqua-t-elle à Fletcher. « Sarah, Elizabeth Warren. » Lindsay, Sarah, fixa ses parents biologiques avec un mélange de reconnaissance et de chagrin. « Je me souviens de vous, » murmura-t-elle. « Je me souviens d'une chambre jaune et d'un chien nommé Max. » June Warren se mit à pleurer. « Tu aimes tant ce chien. Nous n'avons jamais cessé d'espérer te retrouver. » Fletcher regarda Phyllis digérer la destruction totale de son héritage. Non seulement sa carrière criminelle s'était soldée par une incarcération permanente, mais sa fille volée avait été rendue à sa vraie famille et sa fille biologique la méprisait. « Ce n'est pas possible, » répéta Phyllis. Mais sa voix manquait de conviction. « Ce n'est pas seulement possible, Fletcher a dit que c'est permanent. Sarah va reconstruire sa relation avec sa vraie famille. Carmen va témoigner contre toi devant un tribunal fédéral, et tu vas passer le reste de ta vie à savoir que tout ce que tu as touché est réduit en cendres. » Phyllis regarda Lindsay avec désespoir. « Sarah, s'il te plaît, ma chérie, je t'ai élevée. Je t'ai aimée. Tu m'as kidnappée, » répondit Sarah avec une précision glaciale. « Tu m'as volé à des gens qui m'aimaient vraiment, et tu m'as utilisé comme un accessoire dans tes plans meurtriers. Tout ce qui concernait mon enfance était un mensonge. » « Ce n'est pas vrai. »« C'est vrai, » interrompit Carmen. « Tout comme tout ce qui te concerne est un mensonge. Tu n'as jamais été une mère pour moi, et tu n'as jamais été une mère pour elle. Tu es une voleuse et une meurtrière, et tu mérites tout ce qui t'est arrivé. » Fletcher regarda Phyllis s'effondrer. À cet instant, il comprit que sa vengeance était accomplie. Elle avait tout perdu, sa liberté, son identité, ses plans, et maintenant, le plus bouleversant, ses 2 filles. « Il y a encore une chose, » dit Fletcher à la fin de la visite. Thomas a reçu une visite similaire la semaine dernière. Les familles de ses victimes voulaient aussi le rencontrer. D'après ce que j'ai entendu, il l'a pris aussi bien que toi. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Fletcher se pencha vers Phyllis. « 2 ans, murmura-t-il. Tu me dois 25 ans et je recouvre mes dettes avec intérêt. Chaque jour, pour le restant de tes jours, tu te souviendras de ce moment. Chaque jour, tu sauras que tu as complètement perdu. » Phyllis le fixait d'un regard vide. « Je t'aimais. » Le sourire de Fletcher était plus froid qu'un vent arctique. « Non, tu ne le savais pas. Tu ne sais pas ce que signifie aimer, mais tu auras tout le temps d'apprendre la différence. » Alors qu'il s'éloignait, Sarah prit le bras de Fletcher. « Merci, » dit-elle doucement. « Pourquoi ? D'être mon vrai père. La biologie n'a pas d'importance. Tu m'as élevé. Tu m'as protégé. Tu m'as aimé. Cela fait de toi mon père, quel que soit mon ADN. » Fletcher sentit une lueur chaleureuse traverser les yeux qui avaient entouré son cœur pendant 3 ans. Pas le pardon. Il ne pardonnerait jamais à Phyllis et Thomas ce qu'ils avaient fait, mais l'acceptation peut-être, et la certitude que certaines choses survivent, même les trahisons les plus profondes. « Allez, » dit-il à ses 2 filles, l'une biologique, l'autre choisie. « Rentrons à la maison. » Derrière eux, Phyllis fut ramenée à sa cellule où elle passerait le reste de sa vie à se remémorer le moment où elle avait perdu tout ce qui avait jamais compté. La vengeance de Fletcher était consommée, mais surtout, sa famille était enfin libre. Chapitre 8. L'héritage de la vengeance. 6 mois après les retrouvailles familiales, Fletcher découvrit que son histoire avec Phyllis et Thomas était loin d'être terminée. Malcolm annonça la nouvelle lors de leur briefing de sécurité habituel, l'air inhabituellement sombre. « On a un problème », annonça Malcolm en glissant un épais dossier sur le bureau de Fletcher. Phyllis et Thomas ne travaillaient pas seuls.
Il y avait un troisième partenaire que nous n'avons jamais identifié. Fletcher ouvrit le dossier et découvrit des photos de surveillance d'une femme d'une cinquantaine d'années aux traits anguleux et au regard calculateur. Qui est-elle? Vera Deliali. La sœur aînée de Phyllis est le véritable cerveau de leur opération. Elle dirigeait la logistique depuis l'étranger depuis 15 ans, gérant leurs finances et leurs voies d'évasion. Fletcher étudia les photos avec une inquiétude croissante. Pourquoi apprend-on son existence seulement maintenant? Parce qu'elle est douée. Très douée. Elle est restée complètement hors de notre champ de vision pendant l'enquête, et elle a été assez intelligente pour éviter tout contact direct avec Phyllis ou Thomas depuis leur arrestation. Malcolm marqua une pause, mais elle nous observait. Que voulez-vous dire? Malcolm sortit une deuxième série de photos. Elles ont été prises devant votre bureau, l'université de Sarah, le lieu de travail de Carmen et la maison familiale des Warren. Elle vous surveille tous depuis 3 mois. Fletcher sentit monter cette rage froide et familière. Que veut-elle? Au mieux, se venger. Ses frères et sœurs sont en prison à vie. Leur entreprise est détruite et leurs biens ont été saisis. Elle a tout perdu à cause de vous. Fletcher se laissa aller dans son fauteuil, digérant les implications. Il avait passé 3 ans à détruire systématiquement Phyllis et Thomas, mais il avait laissé une intrigue en suspens qui menaçait désormais sa famille. Et ce n'était pas tout. Malcolm poursuivit, Vera Deliali n'est pas seulement la sœur de Phyllis. C'est une menace légitime. Militaire, formation dans les forces spéciales, expertise, surveillance et élimination. Si elle prépare quelque chose contre votre famille, elle n'en aura pas l'occasion, interrompit Fletcher. Je veux savoir où elle se trouve, quelles sont ses ressources, quels sont ses plans. Je veux tout savoir d'elle d'ici demain matin. J'y travaille déjà. Mais Fletcher, cette femme est différente de Phyllis et Thomas. Ce n'est ni une arnaqueuse ni une manipulatrice. C'est une soldate. Si vous comptez la traquer de la même manière. Je ne le suis pas, dit Fletcher doucement. Cette fois, je vais y mettre un terme définitif. Ce soir-là, Fletcher convoqua une réunion de famille d'urgence. Sarah, Carmen et les Warren se réunirent chez lui à Bellevue, où Fletcher expliqua la nouvelle menace. Alors, on n'est toujours pas en sécurité, demanda June Warren, le visage blême d'inquiétude. Pas encore, admit Fletcher. Mais on le sera. Je vais m'en assurer. Carmen étudia les photos de surveillance avec un intérêt professionnel. Elles sont de bonne qualité, prises avec un équipement coûteux. Elle prépare ça depuis des mois. Que ferais-tu? Lui demanda Fletcher. À sa place, je ciblerais ce qui a le plus blessé ma famille. Dans ce cas précis, c'est toi et tous ceux qui te sont chers. L'expression de Carmen se durcit. Elle ne planifie pas une simple vengeance. Elle prévoit de détruire tout ton réseau de soutien. Fletcher hocha la tête d'un air sombre. C'est ce que je pensais aussi. La semaine suivante, l'équipe de sécurité de Fletcher a découvert toute l'étendue de l'opération de Vera Dali. Elle recueillait méthodiquement des renseignements sur sa famille, ses associés et ses méthodes. Plus inquiétant encore, elle recrutait des agents, d'anciens militaires à l'éthique douteuse, prêts à travailler pour une rémunération substantielle. Elle est en train de constituer une équipe, rapporta Malcolm, 6 hommes pour l'instant, tous issus des forces spéciales et dotés de codes moraux souples. Ils ont effectué des exercices sur des immeubles commerciaux similaires à votre complexe de bureaux. Fletcher a étudié l'analyse tactique. Elle prévoit de nous frapper directement. On dirait bien. Mais voici le point intéressant. Elle a également été en contact avec certains de vos anciens ennemis. Des gens que votre entreprise a mis à la faillite au fil des ans. Le visage de Fletcher s'assombrit. Elle est en train de former une coalition. Et ça empire. Elle a fourni des informations à Phyllis et Thomas en prison, les tenant au courant de ses plans. Apparemment, ils sont tous très enthousiastes. Fletcher se leva et se dirigea vers la fenêtre de son bureau, contemplant le panorama de Seattle. Pendant 3 ans, il avait cru sa vengeance accomplie. Il réalisait maintenant qu'il n'avait combattu que les 2/3 de l'ennemi. Malcolm, dit-il doucement, combien de personnes avons-nous aidées au fil des ans? Des victimes de fraude, d'espionnage industriel, d'extorsion. Des centaines, peut-être des milliers, si l'on compte les effets secondaires. Et combien d'entre elles seraient intéressées par un règlement de compte? Le sourire de Malcolm était franc. Toutes.
Fletcher se retourna vers son chef de la sécurité. Alors, il est temps de récolter des faveurs. Si Vera Daly veut la guerre, elle va l'obtenir. Mais ce ne sera pas la guerre à laquelle elle s'attendait. Fletcher passa le mois suivant à bâtir sa propre coalition. S'appuyant sur son réseau de contacts dans les forces de l'ordre, la sécurité privée et le renseignement d'entreprise, il rassembla un groupe de professionnels qui avaient leur propre raison de vouloir voir l'opération de Phyllis complètement détruite. Le docteur Peter Richmond apporta ses relations dans le milieu médical, des professionnels ciblés par des fraudes médicales. Wallace Neal apporta son expertise technologique et ses capacités en cyberguerre. Chuck Ree proposa ses renseignements financiers et ses relations bancaires, mais l'alliée la plus précieuse de Fletcher s'avéra être Carmen Warren. « Je travaille sur des dossiers de disparition d'enfants depuis 15 ans, expliqua-t-elle lors d'une réunion stratégique. Je sais comment fonctionnent ces réseaux et je connais leurs faiblesses. Vera ne cherche pas seulement à nuire à votre famille. Elle prévoit de relancer toute l'opération avec de nouvelles cibles. Que voulez-vous dire ? Carmen sortit ses propres dossiers. J'ai suivi des cas similaires à travers le pays. Des hommes riches dont les épouses sont mortes ou ont disparu dans des circonstances suspectes. Des enfants qui ont disparu sans laisser de traces. Des crimes financiers qui suivaient les mêmes schémas que ceux de Phyllis et Thomas. Fletcher a étudié les preuves. Vous pensez qu'il y en a d'autres ? Je pense que Phyllis et Thomas n'étaient qu'une cellule d'un réseau plus vaste. Et je pense que Vera Daly dirigeait ce réseau dans l'ombre depuis des décennies. Cette révélation a tout changé. Fletcher a réalisé qu'il ne se battait pas seulement pour la sécurité de sa famille. Il se battait pour arrêter une organisation criminelle qui détruisait des vies depuis des générations. Combien de victimes, a-t-il demandé ? Potentiellement des centaines, peut-être des milliers au fil des ans. L'opération est plus vaste que nous ne l'aurions jamais imaginé. Fletcher sentit monter la rage froide familière, mais cette fois, elle était centrée sur quelque chose de plus vaste qu'une vengeance personnelle. Alors, nous n'allons pas seulement arrêter Vera Daly. Nous allons incendier tout le réseau. Carmen souriait, pour la première fois, Fletcher remarqua la ressemblance avec Phyllis. Mais là où le sourire de Phyllis était trompeur, celui de Carmen était légitimement furieux. Maintenant, tu penses comme quelqu'un qui veut gagner, dit-elle. Fletcher commença à planifier l'opération la plus vaste de sa carrière. Pas seulement une vengeance contre Vera Daly, mais l'anéantissement total de tout ce que Phyllis et sa famille avaient construit. La guerre allait commencer, et cette fois, Fletcher avait l'intention de ne laisser aucun survivant. Chapitre 9. La guerre finale. La guerre de Fletcher contre Vera Daly et son réseau commença par une diversion. Au lieu de se cacher de sa surveillance, il se rendit délibérément visible, créant l'apparence d'une cible vulnérable. Tandis que ses véritables préparatifs se déroulaient dans l'ombre, pendant des semaines, Fletcher a conservé sa routine habituelle. Réunions de bureau, dîners de famille, déplacements prévisibles. Pendant ce temps, son équipe élargie travaillait sans relâche pour cartographier l'ensemble des opérations de Vera. L'enquête de Carmen avait révélé l'étendue de leur ennemi. Le réseau comprenait 12 cellules actives en Amérique du Nord, chacune exécutant des variantes des escroqueries à long terme de Phyllis et Thomas. En 30 ans, ils avaient volé environ 50 millions de dollars et tué au moins 24 personnes. C'est une entreprise familiale, a expliqué Carmen lors d'un briefing. 3 générations de criminels, toutes des variantes de la même escroquerie de base. Il y a un cerveau stratégique depuis les années 1990. Fletcher a étudié des organigrammes retraçant 3 décennies de meurtres systématiques. Comment les forces de l'ordre ont-elles pu passer à côté de cela ? Parce qu'ils étaient intelligents, a répondu Malcolm. Ils n'ont jamais opéré 2 fois dans la même juridiction. Ils changeaient fréquemment d'identité et laissaient toujours suffisamment de temps entre les opérations pour éviter toute identification. Jusqu'à présent, dit Fletcher d'un ton sombre, le plan qu'il avait élaboré était élégant dans sa simplicité. Au lieu d'essayer de capturer ou d'éliminer Vera quotidiennement, il la trompait pour qu'elle détruise son propre réseau. La première phase commença par des fuites d'informations soigneusement orchestrées. Grâce à ses contacts et aux forces de l'ordre, Fletcher s'assura que les preuves des crimes du réseau parviennent simultanément aux enquêteurs fédéraux de plusieurs juridictions. En quelques jours, des équipes spéciales du FBI se formèrent dans 6 villes différentes. Mais Fletcher n'attendit pas que la justice intervienne. La deuxième phase concerne Sarah et les tactiques de guerre psychologique qu'elle avait apprises en observant la campagne de 3 ans de Fletcher contre ses ravisseurs. Je vais rendre visite à Phyllis,
annonça Sarah lors d'une réunion stratégique familiale. Mais cette fois, je vais lui donner ce qu'elle désire. Quoi? Demanda Fletcher. De l'espoir, répondit Sarah avec un sourire glacial qui rappela à tous de qui elle était vraiment la fille. La visite de Sarah à Phyllis était un théâtre soigneusement chorégraphié. Elle confia à Phyllis qu'elle doutait de Fletcher, qu'elle commençait à se remémorer les bons moments de son enfance et qu'elle serait peut-être prête à reconstruire leur relation. Mais seulement si tu m'aides à comprendre la vérité, dit Sarah lors de la conversation enregistrée. J'ai besoin de tout savoir sur ta famille, tes véritables projets, le fonctionnement du réseau. J'ai besoin de comprendre qui tu es vraiment. Phyllis, cherchant désespérément un lien avec sa fille volée, fit des aveux complets. Elle détailla la structure du réseau, identifia les acteurs clés et révéla des secrets opérationnels cachés depuis des décennies. Mais surtout, elle expliqua à Sarah comment contacter Vera Deliali. La troisième phase fut le coup de maître de Fletcher. Grâce aux informations de Phyllis, Sarah prit contact avec Vera sous prétexte d'être une recrue potentielle. Elle se présenta comme une jeune femme corrompue par la découverte de la vérité sur les crimes de sa mère et souhaitant rejoindre l'entreprise familiale. J'ai accès au système de sécurité de Fletcher, dit Sarah à Vera lors de leur première conversation téléphonique. Je connais ses habitudes, ses faiblesses, ses plans. Je peux te donner tout ce dont tu as besoin pour le détruire. Vera, assoiffée de vengeance et convaincue que Sarah s'était sincèrement retournée contre Fletcher, commença à partager des détails opérationnels. Elle révéla l'emplacement de sa base d'opération, l'identité des mercenaires qu'elle avait recrutés et, surtout, le moment de son attaque. Fletcher écoutait les conversations enregistrées avec une satisfaction froide. Vera, comme sa sœur avant elle, commettait quotidiennement la même erreur fondamentale. Elle avait sous-estimé les personnes qu'elle cherchait à détruire. La phase 4 commença par une froide matinée de Seattle, lorsque l'équipe de mercenaires de Vera prit position autour de l'immeuble de bureau de Fletcher. Ils s'attendaient à trouver leur cible suivant sa routine habituelle, vulnérable et inconsciente. Au lieu de cela, ils tombèrent dans l'embuscade la plus sophistiquée jamais orchestrée par Fletcher. Tous les membres de l'équipe de Vera furent abattus simultanément par les forces de sécurité renforcées de Fletcher. Le bâtiment avait été évacué quelques heures plus tôt. Les caméras de surveillance avaient tout enregistré et les agents fédéraux attendaient, prêts à procéder aux arrestations. Mais Vera Dali elle-même ne faisait pas partie des mercenaires. Capturée. Elle est plus futée que ça, observa Carmen tandis qu'elles observaient l'arrestation depuis la planque de Fletcher. Elle ne se mettrait jamais en danger direct. Fletcher sourit sombrement. J'y compte. La phase 5 était personnelle. Pendant que les agents fédéraux s'occupaient de son équipe capturée, Vera Deliali reçut un appel de la fille volée de sa sœur. C'est fait, lui annonça Sarah. Fletcher est mort, tout comme l'équipe de sécurité. Mais il y a un problème. Quel genre de problème? Le FBI enquêtait déjà. Ils avaient des équipes de surveillance sur place. Je pense que quelqu'un a divulgué des informations sur le réseau. La voix de Vera devint froide. Qui? Je pense que c'était Phyllis. Elle a parlé aux enquêteurs fédéraux, échangeant des informations contre de meilleures conditions de détention. Elle leur a tout donné, nom, lieu, détails opérationnels. Le mensonge était parfaitement monté. Vera Dali, convaincue que sa sœur avait trahi tout le réseau pour se sauver, prit exactement la décision sur laquelle Fletcher comptait. Elle décida d'éliminer Phyllis personnellement. 2 jours plus tard, Vera Dali tenta d'infiltrer la prison fédérale où Phyllis était détenue. Son plan était simple, tuer sa sœur avant qu'elle ne puisse fournir plus d'informations aux enquêteurs. Mais l'équipe de Fletcher l'attendait. L'affrontement final eut lieu sur le parking de la prison, où Vera se retrouva encerclée par des agents fédéraux, la police locale et Fletcher lui-même. « Salut Vera », dit calmement Fletcher. « Ta sœur te salue. » Vera Dali fixait Fletcher avec une haine non dissimulée. « Tu es censé être mort. Comme beaucoup de gens que ta famille a tués au fil des ans. La différence, c'est que je riposte. » Alors que les agents fédéraux arrêtaient Vera Deliali, Fletcher éprouvait la satisfaction d'avoir mené à bien un plan élaboré depuis 3 ans. Le réseau qui avait détruit tant de vies était enfin démantelé. Mais il n'en avait pas fini. Au cours des mois suivants, Fletcher a utilisé ses preuves et ses relations pour s'assurer que chaque membre du réseau criminel soit traduit en justice. Des enquêtes fédérales menées dans 12 villes ont abouti à 47 arrestations.
des millions de dollars de biens volés ont été récupérés et restitués aux familles des victimes. La procédure judiciaire a duré 2 ans, mais Fletcher a fait preuve de patience. Il a assisté à chaque procès, assisté à chaque condamnation et s'est assuré que chaque famille de victimes sache que justice avait enfin été rendue. Phyllis est décédée en prison au cours de la 2e année de procès, officiellement de cause naturelle. Fletcher soupçonnait cependant que la pression psychologique causée par l'apprentissage de la destruction de son réseau avait pu contribuer à son insuffisance cardiaque. Thomas a survécu 6 mois supplémentaires avant de suivre sa sœur dans la mort. Sa lettre de suicide ne contenait que 2 mots. Fletcher gagne. Vera Daly a été condamnée à plusieurs peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ces derniers mots à Fletcher lors de la dernière audience de détermination de la peine ont été une promesse de vengeance d'outre-tombe. La réponse de Fletcher a été simple, il ne restera plus personne pour l'exécuter. Épilogue. Le prix de la trahison. 5 ans après l'arrestation de Vera Daly, Fletcher Cummings se tenait dans le jardin de sa nouvelle maison du Montana, regardant Sarah jouer avec sa fille de 3 ans. Sarah avait épousé le frère de Carmen et adopté définitivement le nom Warren, retrouvant enfin l'identité volée durant son enfance. Carmen lui rendait souvent visite, ayant déménagé à Seattle pour travailler avec la Fondation Fletcher, une organisation qui aide les victimes de fraude chronique et identifie les réseaux criminels avant qu'ils ne fassent de nouvelles victimes. Les parents Warren étaient devenus les amis les plus proches de Fletcher, unis par leur expérience commune de la perte et du rétablissement. June Warren disait souvent que Fletcher leur avait rendu leur fille, mais Fletcher savait que la vérité était plus complexe. Ils s'étaient tous sauvés mutuellement. Fletcher lui-même avait changé, de manière à la fois subtile et profonde. La trahison l'avait rendu plus dur, plus méfiant, moins enclin à faire confiance. Mais elle lui avait aussi montré la différence entre la famille dans laquelle on est et celle qu'on choisit. Il ne s'était jamais remarié, n'avait plus jamais laissé personne accéder à son cœur à ce point. Certaines blessures qu'il avait apprises ne guérissent pas. Ils vous apprennent simplement à vivre différemment. Mais regardez Sarah avec sa fille, voir Carmen trouver la paix en aidant d'autres victimes, sachant que la famille Warren était à nouveau entière, ces choses ont donné à Fletcher une satisfaction plus profonde que n'importe quel succès commercial. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Malcolm. Nouveau cas, modèle similaire à l'ancien réseau. Intéressé, Fletcher a regardé sa famille choisie, puis de retour au message. Certains combats qu'il a appris ne se terminent jamais vraiment. Ils ont juste déménagé dans de nouveaux champs de bataille. Il a tapé, envoyez-moi tout. Parce que Fletcher Cummings avait appris une vérité cruciale de sa guerre avec Phyllis et sa famille. Certaines personnes existent pour blesser les autres, et la seule façon de les arrêter est d'être disposé à les blesser. Il avait passé 3 ans à enseigner à Phyllis et Thomas le prix de la trahison. Il avait passé 2 ans de plus à démonter tout leur réseau, et il avait passé de nombreuses années à enseigner la même leçon à quiconque pensait pouvoir s'attaquer aux innocents. Fletcher Cummings n'a jamais pardonné, jamais oublié et n'a jamais cessé de chasser les monstres qui se sont cachés parmi l'humanité. C'était une façon difficile de vivre, mais c'était la seule façon dont il savait comment protéger les personnes qu'il aimait. Et à la fin, c'était suffisant. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.